Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Grande question à laquelle ne peuvent qu'être sensibles les auditeurs de Radio Classique, faut-il être croyant pour composer un requiem ? À cette question, deux de nos musiciens français, qui eux-mêmes n'étaient pas croyants, répondent évidemment non. Et pourtant, les deux compositeurs en question étaient opposés à peu près sur tous les plans. D'un côté, Hector Berlioz, bien entendu, le bouillonnant romantique, le frère d'armes de Hugo et de Delacroix, dont la grand-messe des morts, cette grande messe des morts a fait trembler les voûtes de Saint-Louis des Invalides. La création, c'était en 1837. Et face, si je puis dire, ou après Berlioz, évidemment, Gabriel Fauré, compagnon de route des Parnassiens et des symbolistes, chantre de la musique de chambre, dont le maître mot pourrait être le titre d'un poème de Verlaine qu'il a mis lui-même en musique, En sourdine. Vous voyez, on est bien loin de Berlioz, là. D'un côté, la fresque monumentale de Berlioz, que n'effraient pas les trompettes du jugement dernier, et de l'autre, une berceuse de la mort, une expérience intérieure. Fauré s'inscrit dans la descendance peut-être d'un Pergolèse, si vous voulez, ou d'un Brahms. Je pense au Brahms du Requiem allemand. Là où la théâtralité de Berlioz fait plutôt penser au Verdi, annonce la Messa da Requiem de Verdi ou le War Requiem de Benjamin Britten. Dès sa création, le Requiem de Fauré a suscité toutes sortes de réactions. Il est trouvé païen par un journaliste du Guide musical en 1888. Alors ça ne fait pas du tout plaisir à Fauré. Voilà ce que réplique Fauré. Mon Requiem. On a dit qu'il n'exprimait pas l'effroi de la mort. Quelqu'un l'a appelé une berceuse de la mort. Mais c'est ainsi que je sens la mort, comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d'au-delà plutôt que comme un passage douloureux. On a reproché à la musique de Gounod d'incliner trop à la tendresse humaine, mais sa nature prédisposait Gounod à sentir ainsi. L'émotion religieuse prend en lui cette forme. Ne faut-il pas accepter la nature de l'artiste ? Quant à mon requiem, peut-être ai-je aussi d'instinct cherché à sortir du convenu. Voilà si longtemps que j'accompagne à l'orgue des services d'enterrement. J'en ai par-dessus la tête. J'ai voulu faire autre chose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gabriel Fauré était né le 12 mai 1845 dans l'Ariège, à Pamiers, dans une grande famille. Il est le fils d'un instituteur. Dès 9 ans, il part pour Paris. Il s'en va étudier à l'école Niedermayer, l'école de musique classique et religieuse de l'époque. Il va y rester 11 ans, avec plusieurs musiciens de premier plan, dont Camille Saint-Saëns en personne, qui lui enseigne le piano et qui va lui faire découvrir les grands compositeurs romantiques, Liszt, Schumann, Chopin, etc. Saint-Saëns, quand j'étais jeune, me disait souvent qu'il me manquait un défaut qui pour un artiste est une qualité, l'ambition, dira Fauré. Mais vous commencez à cerner notre personnage, évidemment. Il va s'essayer à la musique religieuse quand il a 19 ans avec son célèbre cantique de Jean Racine qu'on met à toutes les sauces dans à peu près toutes les manifestations. C'est une pièce pour chœur à 4 voix mixtes, cordes et orgue. Il compose une vingtaine de ses 96 mélodies, un genre dont il va passer pour un des plus illustres représentants français, la mélodie. Et puis il va mettre en musique les poèmes des Parnassiens et des symbolistes avec une particulière affection, avec une dilection pour Verlaine. Un tour de force quand on pense à la musicalité propre au vers de Verlaine. C'était pas simple de mettre ça, de changer la musique, si je puis dire. Fauré d'ailleurs précise à propos de la mélodie, la forme importe beaucoup, mais le fond importe encore davantage. On aurait tort de croire que la forme poétique est indifférente. La forme musicale la complète heureusement. Voilà tout. C'est assez étonnant, ça, de la part d'un musicien, considérer que le fond prime sur la forme, d'une certaine manière. Et il ajoute « L'essentiel est de comprendre son poète, de le sentir, mais il ne faut jamais s'attaquer à un médiocre, car il suffit d'un mot de trop, d'un adjectif mal placé pour faire boiter la plus belle page, tandis qu'une prose rythmée, si elle est fluide, harmonieuse, pourra servir de thème merveilleusement. » On trouve ce propos de Gabriel Fauré dans la revue musicale en 1911.
Donc, quand il a 25 ans, il était né en 45, on est donc en 1870, il va s'engager dans l'armée. On est au moment de la grande guerre franco-prussienne, hein. Il se mobilise pour lever le siège de Paris. Fauré est incorporé au 28e ERI, au 28e régiment d'infanterie, et il va participer de cette manière à des combats qui ont laissé leur nom dans l'histoire, à Champigny, au Bourget, à Créteil. Il reçoit la Croix de guerre. Ses compagnons d'infanterie racontent qu'il se lance au débeauté dans des improvisations sur le piano qui est là, qui se trouve disponible dans n'importe quelle maison abandonnée. Ça met un peu de cœur au ventre, si vous voulez. Et pour quelque temps, il va devenir par la suite organiste à l'église Saint-Honoré d'Eylau, construite juste avant, hein. C'est une église flambant neuve à l'époque, et puis il gagnera du galon en décrochant le poste d'organiste titulaire à Saint-Sulpice. Ça, c'est la consécration, évidemment. Il participe au salon de Saint-Saëns également. Il y a là la célèbre chanteuse Pauline Garcia, qui est plus connue sous le nom de Pauline Viardot, n'est-ce pas? Et il va d'ailleurs courtiser la fille de Pauline Viardot, Marianne, avec laquelle il se fiance. Il complète sa sonate pour violon et piano numéro 1, qui rencontre un vrai grand succès. Quelle joie vaut la tristesse de cette musique charmeuse, dira Colette, qui s'y connaît. La période est propice. À la mi-avril, Gabriel devient maître de chapelle à la Madeleine. Il a été recommandé, il faut dire, par Saint-Saëns et Gounod. Ça va comme soutien dans une carrière. Le poste n'est pas très bien rémunéré, mais vous imaginez le rayonnement qu'il confère aux titulaires. Évidemment, quand vous êtes maître de chapelle à la Madeleine, dans cette fin de 19e siècle, Fauré, en parallèle, donne des cours de piano privé qu'il peut facturer d'autant plus cher. Il accompagne également des chorales, etc. Il est donc fiancé à Marianne, et voilà que les fiançailles sont rompues en octobre 1877. Alors pour quelle raison ? Il semblerait que Marianne ait porté à son fiancé des sentiments un peu ambivalents, qu'il y ait de la crainte qui soit venue se mêler à son affection. En tout cas, c'est dur ça pour Fauré. Il a 36 ans et il accuse le coup. C'est une épouvantable erreur qui a pu l'amener à douter de tout ce que ma tendresse aurait eu de respectueux pour sa tranquillité, pour son indépendance, dit-il. Elle a pu croire que j'étais soupçonneux et susceptible, quand je n'étais en vérité qu'inquiet de ne pas la voir assez vivement ressentir les sentiments que je croyais lui avoir inspirés. Cet horrible effondrement de mon bonheur est plus le fait d'un effroyable malentendu que le résultat de calculs qui ne sont pas, je vous le jure, dans le caractère de cette vraiment bonne créature que j'aurais tant de peine à ne plus voir. Fauré va garder avec la famille Viardot de bons rapports, néanmoins, mais vous avez compris que pour lui, cette rupture est un terrible choc. Vous écoutez Radio Classique. Il est temps de voyager, de prendre un peu l'air. Il voyage à Weimar, Fauré. Il va rencontrer Liszt à Weimar. Il lui déclare que sa ballade est trop difficile à déchiffrer. Vous imaginez quand vous êtes Liszt et que vous dites à un jeune compositeur français que vous n'arrivez pas à déchiffrer sa ballade, c'est quand même un peu bizarre. Bref, il se rend ensuite à Cologne pour assister aux productions de l'Anneau du Nibelung, de Wagner, évidemment. Il admire Wagner, mais comme tout le monde admire Wagner à l'époque, il compte parmi les rares compositeurs, cependant, de sa génération, qui ne tomberont pas dans le wagnérisme, qui ne va pas se mettre à plagier Wagner, pas du tout même. Il assure à la Madeleine ses services quotidiens, bien sûr. Il donne ses leçons de piano et d'harmonie à des fins alimentaires, vous l'aurez compris, et c'est seulement quand arrive l'été qu'il peut composer. En réalité, il tire pas tellement d'argent de ses compositions, hein. C'est un excellent pianiste, comme le montre la facilité avec laquelle il compose ses pages. C'est déjà un professeur recherché. Parmi ses élèves, on trouve Thérèse Roger, qui est douée d'une très jolie voix et qui plus tard sera une interprète privilégiée du Pillé Jésus de son requiem. Il lui écrit d'ailleurs ces mots gracieux qui font un petit peu office d'autoportrait, si l'on veut. Vous êtes doué des qualités qui font les véritables artistes, c'est-à-dire d'un peu de paresse, de beaucoup d'intelligence et d'un cœur ardent pour les belles et bonnes choses. Est-ce que ce ne serait pas à inscrire en lettres d'or sur le manteau de cheminée de ceux qui prétendent créer ?
Fauré n'a plus très loin de 40 ans là maintenant et il faut qu'il fasse une fin, si je puis dire. Alors il épouse Marie Frémier, la fille du célèbre sculpteur, la fille d'Emmanuel Frémier, fille tout à fait réservée au demeurant. Ils vont tous les deux s'installer avenue Niel, dans le 17e arrondissement de Paris. Elle lui donnera 2 fils, Emmanuel et Philippe. Et pendant cette période, il écrit des pièces pour piano, toujours des mélodies. Fauré n'est pas tendre avec lui-même, il lui arrive très souvent de détruire ce qu'il a composé. Il ne garde que quelques motifs qu'il réutilisera dans d'autres pages. Et parmi les pages célèbres, il faut mentionner cette élégie, désormais au répertoire de tous les violoncellistes et que vous venez d'entendre. L'œuvre est créée le jour de ses 38 ans à la Société nationale de musique de Paris. Le temps passe, évidemment, il devient une figure un peu parisienne, Gabriel Fauré. En 1886, il fait la connaissance de la plus mondaine des mondaines, la comtesse Greffeuil, par l'intermédiaire de Robert de Montesquieu, et elle va lui apporter son soutien. Et quand vous êtes soutenu par une personnalité comme elle, évidemment, ça aide un peu. Elle l'associe à la création de la Société des grandes auditions musicales. Elle fait jouer ses œuvres, elle l'invite régulièrement en villégiature à Dieppe, dans sa somptueuse villa. Il l'appelle Madame Maffei, mon roi de Bavière. Vous comprenez l'allusion directe à Wagner et Louis II. Et il l'initie d'ailleurs à la musique de Wagner. C'est à elle qu'il dédiera sa célèbre Pavane, véritable portrait musical. Et il lui offre évidemment la partition comme il se doit. Il fait également la connaissance de Marcel Proust. D'ailleurs, c'est Proust qui va écrire, qui écrit à Fauré. On est en 97 ou 98. Monsieur, je n'admire pas seulement votre musique, j'en ai été, j'en suis encore amoureux. Bien avant que vous me connussiez, vous me remerciez d'un sourire dans les concerts et les réunions, le tapage de mon enthousiasme ayant foré à un 5e salut votre dédaigneuse indifférence au succès. L'autre soir, je me suis enivré pour la première fois avec le parfum impérissable. C'est une mélodie sur un poème de Lecomte de Lille, ce parfum impérissable. Et, ajoute Proust, c'est une ivresse dangereuse, car depuis j'y suis revenu tous les jours. Voilà, monsieur, 100 fois moins que je ne pourrais vous dire, car je connais votre œuvre à écrire un volume de 300 pages dessus, mais 100 fois plus que par timidité, je ne vous aurais jamais dit. En 1892, Fauré a été nommé inspecteur des conservatoires nationaux. Il avait donc bientôt 50 ans, enfin 47 ans exactement. Inspecteur des conservatoires nationaux de province. Il entame donc toute une série de voyages à cette époque-là. Il va d'ailleurs aller à Londres. À partir de 1900, il s'y rendra chaque année. Il complète un cycle de mélodies, La bonne chanson d'après Paul Verlaine, dont il dit: quel singulier, étrange, incompréhensible personnage. Comment une créature humaine, si merveilleusement douée, peut-elle se complaire dans ce perpétuel aller et retour entre la brasserie et l'hospice ? La partition prédomine. Elle est élaborée harmoniquement, elle est écrite sous l'emprise d'une espèce d'euphorie, le dit un de ses élèves. Je n'ai rien écrit, jamais, aussi spontanément que la bonne chanson. Je dois ajouter que j'y ai été aidé par une spontanéité de compréhension au moins égale de celle qui en est restée la plus émouvante interprète. Le plaisir de sentir vivre et s'animer ces petits feuillets au fur et à mesure que je les apportais, je ne l'ai plus rencontré jamais. Il faut dire que Fauré aura eu avec cette émouvante interprète une liaison passagère. Nous parlons de celle qui deviendra plus tard l'épouse de Claude Debussy, Emma Bardac. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce requiem est venu assez naturellement à Fauré, cette idée de composer une messe des morts, peut-être renforcée d'ailleurs cette idée par la perte de ses parents, respectivement en 1885 et 1887. Quelques pages de l'œuvre sont jouées dès 88 pour les obsèques de Joseph Michel Le Souffaché, qui était l'architecte qui avait participé aux aménagements de Versailles sous Louis-Philippe et qui avait entre autres été le créateur du château de Sceaux. En soliste dans le Pied Jésus, le futur compositeur Louis Aubert.
Chez Fauré, le drame de la mort est intime, peut-être plus intime que chez d'autres. D'ailleurs, il va enlever tout ce qu'il y a de tapageur. Il supprime l'essentiel de la longue séquence du Dies Irae, qui quand même, chez Berlioz, par exemple, représente la moitié de son requiem. Et il ne garde comme allusion au jugement dernier que ce qu'il y a dans le Libérame, avec des basses qui accompagnent cette marche funèbre, qui rappelle une sorte de cortège des défunts. Le message est clair chez Fauré. Chaque individu, personnifié par le baryton qui incarne l'homme devant la mort, si je puis dire, chacun reçoit l'angoisse de la mort, mais la perspective de cette fin concerne en vérité l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi il y a ce chœur qui est là et qui reprend la phrase du soliste. Comme le souligne Mathieu Romano, le chef du chœur Aedes notamment, le requiem s'adresse à chacun de nous, mais aussi à l'universel qui est en nous. C'est comme ça sans doute qu'il faut le comprendre. Il y a évidemment ce Pied Jésus, qui est une séquence à part entière, la fin du Dies Irae. La mélodie est confiée à une soprano, parfois donc à un jeune garçon, vous l'aurez compris au moment de la création, c'était Louis Aubert. Et c'est une voix qui semble angélique, qui semble descendre du ciel. Berlioz terminait son requiem. Celui de Berlioz dure 1h15, celui de Fauré 35 minutes, ça vous donne une idée. Il terminait par l'Agnus Dei, Verdi par le Libérame, Mozart, lui n'a pas pu finir le sien, mais vous savez que Sussmayer, son élève, l'a achevé sur le Lux Aeternae. Fauré, lui, opte pour une antienne, traditionnellement chantée après la messe des défunts, quand le cortège se rend au cimetière, un In Paradisum, qui est en quelque sorte une consolation et qui résume assez bien la vision qu'il a voulu donner de cette pièce si particulière. En 1924, les funérailles de Fauré seront des funérailles nationales, et bien sûr que c'est à la Madeleine qu'on jouera son requiem. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qu'est-ce que c'est que cette messe des morts que vous venez de faire chanter, demande à son maître de chapelle le curé de la Madeleine. Mais monsieur le curé, c'est un requiem de ma composition, répond Fauré. Voyons, monsieur Fauré, nous n'avons pas besoin de toutes ces nouveautés, le répertoire de la Madeleine est bien assez riche, contentez-vous-en. C'est dans ces termes pas très prophétiques qu'a été accueilli ce morceau qui est sans doute une des plus célèbres pages du répertoire sacré et qui est plébiscité lors des enterrements de nos jours. Le succès avait précédé les premiers tirages, ce qui d'ailleurs a été une surprise pour Fauré lui-même. Il écrit à Willy, l'époux de Colette, vous savez, en 1900. « On joue mon requiem à Bruxelles et à Nancy et à Marseille et à Paris au conservatoire. Vous verrez que je vais devenir un musicien connu. » Oui, on doit pouvoir le dire. J'aimerais pour conclure citer, et c'est une idée de Jérémy Bigori, citer Éric Lebrun, qui vient de faire paraître chez Bleu Nuit Éditeur un Fauré, tout simplement. L'attitude du compositeur par rapport à la foi chrétienne semble éclairer le requiem d'une manière inhabituelle. Il convient de rappeler d'abord que le jeune musicien excellait dans la connaissance de sa religion de baptême lors de ses études à l'école Niedermayer, mais son honnêteté morale dans ce domaine l'a conduit assez rapidement à prendre une certaine distance avec les dogmes de l'Église catholique. Pour lui, transmettre sans précaution les fondements de la foi et les sacrements relevait d'une sorte d'abus de confiance qu'il n'assumait pas. Cela ne signifiait pas une absence d'admiration, voire de dévotion pour le Christ, mais cela c'était le secret de son âme. Le requiem est conçu comme la prière confiante d'un cœur qui se remet dans les mains d'un Dieu d'amour qui ne le condamne pas. C'est l'œuvre d'un serviteur fidèle qui se refuse à tout prosélytisme, mais ose un geste d'abandon, tout en gardant ses questionnements secrets pour l'au-delà.